Donc, nous sommes réunis autour de ce webinaire à la veille de la semaine dédiée à la sensibilisation à la lutte contre les différentes formes de racisme, puisque le 21 mars est depuis 1966, donc la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Et donc, nous allons tenter de répondre ensemble à la question aujourd'hui, comment aborder la lutte antiraciste avec ses élèves. Donc, Monsieur Sopo va d'abord nous présenter l'association SOS Racisme, introduire les actions éducatives qui sont menées par l'association. Et puis ensuite, on vous présentera la fiche pédagogique que nous avons réalisée conjointement. Et puis, on procédera à un temps de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Donc, sans plus attendre, je vous laisse la parole. Ok, bonjour à toutes et à tous. Donc, d'abord, peut-être effectivement une petite présentation de l'association qui existe maintenant depuis 40 ans, hein, quasiment, enfin même un tout petit peu plus. Disons qu'on est à peu près dans les périodes où nous-mêmes, nous commémorons les 40 ans de l'association, qui est née dans un contexte très particulier, hein. C'est un contexte dans lequel il y a d'abord beaucoup de crimes racistes en France, notamment envers les Maghrébins, qui pendant très longtemps ne font pas vraiment l'actualité, mais à partir des années 80, 83, 84, cette question des crimes racistes fait l'actualité et notamment va être un des moteurs de la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983, qui a été connue parfois par une forme comme ça d'expression marche des beurs, même si ça n'est pas le terme que les marcheurs en question avaient choisi. C'est aussi un contexte de montée de l'extrême droite, hein, puisque pour la première fois, le Front National dépasse les 10% à l'échelle nationale aux élections européennes de 1984. Et c'est aussi un contexte dans lequel la France se rend compte qu'en fait, il y a toute une série de personnes d'origine immigrée qui ne vont pas repartir dans leur pays d'où ils viennent. Hein, les gens qui sont venus d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, en fait, ils se sont installés, ils ont fait des enfants. Ces enfants demandent à être français, être considérés comme tels. Et donc, c'est aussi cette ambiance qui prévaut à l'époque, un peu cette prise de conscience, dans un contexte encore très proche d'ailleurs de la fin de la guerre d'Algérie, puisqu'on est une grosse vingtaine d'années après la fin de la guerre d'Algérie, même si ces dernières heures ou ces derniers jours nous laissent penser que cette histoire n'est pas totalement finie dans les esprits de certains. Et donc SOS Racisme naît dans ce contexte-là, est né dans un contexte qui consiste à dire, ou avec des principes qui consistent à dire, que tout le monde est appelé à lutter contre le racisme et l'antisémitisme, qu'il n'y a pas d'un côté ceux qui seraient les victimes et qui devraient lutter, et ceux qui ne seraient pas victimes et qui finalement devraient regarder. Tout le monde est appelé à lutter contre le racisme, contre l'antisémitisme, dans une logique qui n'est pas celle d'un corporatisme racial, mais qui est une logique consistant à travailler à l'émancipation, à l'épanouissement des individus. Bon. Alors, pour faire vite, hein, puisque le temps est compté, puisqu'on pourrait passer beaucoup de temps sur cette partie, mais sur la structuration de l'association. Hein, l'association est structurée entre plusieurs pôles. Donc, le pôle éducation populaire qui est dirigé par Julie, qui nous permet d'intervenir en milieu scolaire, parfois aussi en milieu extrascolaire, mais c'est quand même beaucoup en milieu scolaire que nous intervenons avec des méthodologies que je présenterai dans un instant. Et pour nous, c'est évidemment fondamental, puisque, notamment au collège ou au lycée, on est sur des âges où les jeunes commencent à conceptualiser, hein, notamment beaucoup à partir du collège, et où les questions que nous travaillons sont des questions essentielles et qui sont d'autant plus essentielles dans la formation à la citoyenneté. Le deuxième pôle, c'est un pôle juridique, dans lequel nous allons accueillir des victimes individuelles de racisme. On a des permanences juridiques, puisque le racisme et ses différentes manifestations sont réprimées par le code pénal et aussi en matière civile. Et donc, il y a des droits à faire valoir, à défendre lorsque ces droits sont atteints. Le pôle juridique s'intéresse aussi beaucoup à la question de la parole publique, hein, puisque nous avons aussi compétence en tant qu'association pour poursuivre
des personnes qui auraient tenu des propos racistes ou antisémites dans l'espace public. Là, nous venons de déposer plainte, d'ailleurs, contre un directeur d'établissement, bref, passons, scolaire, pour des propos négationnistes, hein, mais pour beaucoup, les personnes que nous avons poursuivies, hein, peut-être Jean-Marie Le Pen, Éric Zemmour, Alain Soral, Dieudonné, enfin, ce genre de personnages, pour rappeler ce qu'est la loi et pour faire en sorte que des condamnations donc soient prononcées. Notre pôle juridique, il travaille aussi beaucoup sur la question des discriminations, qui est quand même un des axes forts de SOS Racisme, lutter contre les discriminations, notamment à travers l'organisation de testing, hein, qui sont une méthode importée des États-Unis au point de départ et qui consiste à regarder si les gens sont traités différemment en les plongeant dans une même situation, en faisant en sorte qu'ils soient identiques en tout point, sauf leur couleur de peau. Hein, et on peut aller devant des boîtes de nuit, demander un logement, demander un emploi et regarder si les réponses qui sont faites aux uns et aux autres sont différentes. Et là, il y a une suspicion de discrimination qui nous permet soit de déposer plainte et ou de créer du débat, hein, dans le pays et d'obtenir éventuellement des avancées en matière de politique publique. Et enfin, nous avons un dernier pôle qui est un pôle mobilisation citoyenne, hein, où là, on anime nos différents comités, puisque nous sommes répartis sur le territoire. Nous organisons des manifestations, nous interpellons dans la rue, dans des manifestations, dans des réunions, l'opinion publique ou les responsables politiques, lorsque nous ne sommes pas contents, ce qui arrive souvent, puisque lorsqu'on est militant, il faut être raisonnablement de mauvaise humeur pour pouvoir se plaindre de choses qui ne vont pas, mais pas trop non plus pour ne pas faire fuir les gens. Voilà. Et donc, voici un peu les trois pôles. Et on a un pôle communication qui notamment essaye ces derniers temps d'intervenir beaucoup sur les réseaux sociaux pour avoir une présence, puisque c'est quand même un enjeu, notamment par rapport évidemment à des professionnels de la jeunesse que vous êtes, hein, la question des jeunes qui aujourd'hui passent beaucoup par les réseaux sociaux pour s'informer, et donc l'importance évidemment qu'il y ait une parole antiraciste qui puisse exister sur ces espaces. Hein, donc voici un peu la présentation, on va dire, globale de la structure SOS Racisme et de ses différents pôles. Alors, plus particulièrement, sur la question des interventions en milieu scolaire, SOS Racisme intervient évidemment sur tous les niveaux scolaires, hein, primaire, secondaire et supérieur, mais quand même une très grande partie de nos interventions, c'est collège-lycée. Hein, c'est quand même massivement là où on intervient, même si ces derniers temps, on essaye de développer aussi beaucoup d'actions en milieu universitaire, parce qu'on voit bien qu'il y a des problématiques qui se posent et qu'on est dans des temps assez confusionnistes sur toute une série de points qui nous semblent essentiels. Mais en tout cas, beaucoup de collèges et de lycées, et nous avons, on pourrait dire, pour simplifier, deux grandes façons d'approcher les interventions en milieu scolaire. D'abord, nous intervenons tout au long de l'année, hein, donc du 1er septembre, si je puis dire, jusqu'au début juillet. Donc, on intervient à travers des modules que je vais présenter dans un instant. Et nous intervenons aussi d'une autre façon pendant la semaine de lutte contre le racisme, hein, qui s'appelle maintenant la semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme. Hein, mais au point de départ, c'est la semaine d'éducation contre le racisme que SOS Racisme a initiée à la fin des années 80, notamment avec la Ligue de l'enseignement, et qui depuis est ce moment créé autour de la journée du 21 mars, qui est un moment plus particulièrement privilégié dans beaucoup d'établissements scolaires pour que des actions soient menées en matière de lutte contre ou de sensibilisation aux questions de racisme, d'antisémitisme ou de discrimination raciale. Nous intervenons évidemment en direct, hein, où on envoie des personnes intervenir soit tout au long de l'année,
soit pendant la semaine d'éducation contre le racisme. On intervient aussi à distance, puisqu'on peut suivre parfois des projets à distance, avec les enseignants, avec les CVC ou avec les CVL, ou avec les CPE, les infirmiers ou infirmières scolaires aussi. Ce sont des interlocuteurs assez fréquents pour l'association. Et là, on peut construire un projet ou donner nos ressources ou transmettre nos ressources aux équipes enseignantes pour qu'elles-mêmes animent des moments avec leurs élèves. Donc, on peut transmettre nos expositions, nos fichiers d'exposition, par exemple, pour que les enseignants eux-mêmes puissent s'en saisir et puissent animer des temps. Voilà, ou nos fichiers d'exposition, pareil, pour que les expositions puissent être tirées dans les établissements, même si on ne s'y déplace pas toujours. Il se trouve que dans ces modules, vous pourrez retrouver tous les modules que nous organisons à travers une plaquette dont je pense que Julie vient de donner le lien, si je ne m'abuse. Donc, à travers une plaquette de présentation de l'ensemble de nos modules. Je pourrais en présenter comme ça juste quelques-uns rapidement, mais en disant auparavant qu'une des particularités de SOS Racisme, c'est que les personnes qui interviennent, ce sont fréquemment des jeunes, et même quasiment exclusivement des jeunes. Quand je dis des jeunes, ça veut dire des gens qui ont moins de 35 ans. Donc, et c'est plutôt des gens qui ont entre 20 et 30 ans ou 20, 28 ans qui interviennent très, très, très massivement en milieu scolaire, ce qui évidemment est un rapport particulier aux élèves puisqu'il y a toujours une forme de proximité avec les jeunes, ne serait-ce que sur des références culturelles qui parfois évoluent très, très rapidement, et même à 22 ans, on peut déjà être totalement has-been par rapport à ce qui fait sens chez des jeunes de 13 ans. On en découvre tous les jours sur ce qui fait débat chez les jeunes ou sur les mots qu'ils utilisent. Mais en tout cas, des jeunes qui restent quand même dans une certaine forme de proximité avec des façons d'être, des façons de s'informer ou des références culturelles des élèves qu'ils vont avoir face à eux, ce qui nous semble plutôt positif, en sachant que SOS Racisme, même si moi je vieillis, mais ça arrive à tout le monde, SOS Racisme, encore une fois, est massivement composé de personnes qui vraiment ont moins de 30 ans. C'est quand même la particularité de l'association et des gens qui interviennent dans les classes. Ces gens sont formés, on n'en voit jamais des personnes dans les classes sans qu'il y ait une formation auparavant, et les gens interviennent toujours en binôme. On n'en voit jamais une personne seule dans une classe pour déployer les modules que nous faisons. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça permet aussi aux élèves de se projeter ou de s'identifier avec différentes personnes, ce qui parfois peut être mieux pour créer du dialogue. Et puis deuxièmement, c'est toujours mieux d'être deux, parce qu'on est quand même sur des sujets qui sont des sujets parfois qui peuvent être extrêmement sensibles et que des intervenants peuvent parfois être un peu pris par ce qui se passe ou par ce qui est dit par des jeunes sur des sujets, puisque la parole peut parfois être très libre, et une parole très libre peut amener parfois, et on tient en général à ce qu'elle soit assez libre pour que les choses puissent être travaillées, mais ça peut amener parfois évidemment au fait que des intervenants peuvent être un peu saisis par ce qu'ils entendent. Alors, je vais présenter rapidement 3 modules que nous organisons, 2 que nous organisons en propre et un qu'on organise en partenariat avec d'autres associations. Un premier module, ce serait « Fait reculer les discriminations », qui est un peu notre module très central à SOS Racisme, celui qui est le plus demandé, qu'on fait beaucoup en fin de collège. Au point de départ, c'est un module qui avait été élaboré spécialement pour les 3e, mais qui en fait fonctionne aussi avec les 4e et sur évidemment le début du lycée. Et c'est un module qui va se déployer, qui est assez didactique, mais aussi réflexif. C'est-à-dire, il y a une définition du racisme, on les fait réfléchir sur une définition du racisme, puis on en vient en conséquence
historique du racisme et aux conséquences actuelles, ce qui nous permet d'entrer dans les questions de violence, de harcèlement et de discrimination, hein, qui est le cœur de l'intervention, en rappelant d'ailleurs que ces différentes conséquences sont des conséquences qui tombent sous le coup de la loi, hein, puisque on estime qu'il est aussi important, évidemment, d'apporter aux élèves comme ça des références, hein, qu'ils voient un peu ce qui relève de la loi, ce qui relève de la pensée, ce qui relève des pratiques qu'eux-mêmes, ils arrivent à circuler à travers l'ensemble de ces notions, de ces problématiques, ce qui évidemment, comme vous le savez, n'est pas toujours évident, puisque nous sommes chez des jeunes, donc chez des personnes qui sont en formation, en évolution et en transformation. Et donc, nous faisons évidemment un zoom sur les discriminations et nous avons une activité ou une vidéo qui permet d'interroger les raisons de pourquoi les gens se comportent de façon discriminatoire, ce qui nous permet de travailler sur la question des préjugés, hein, et de les faire réfléchir un peu de façon réflexive sur les préjugés qu'ils pourraient eux-mêmes avoir, hein, en dédramatisant cette scène, en disant, bon, finalement, tout le monde a des préjugés, hein, c'est pas, bon, c'est ainsi. D'abord, c'est un fonctionnement normal du cerveau, si je puis dire, de catégoriser, de simplifier le réel, et mais ce qui est important, c'est d'être conscient qu'on a des préjugés, de ne pas les laisser agir, hein. C'est un peu ça, quand on parle des préjugés, hein, au-delà de les citer, de les dire, de les faire énoncer, c'est aussi qu'il y ait une réflexion sur le fait, encore une fois, qu'on est soi-même, toutes et tous, hein, porteurs de préjugés. Et on termine sur la question de l'action. Qu'est-ce que l'on peut faire dans cette situation? Puisque, bon, évidemment, si on vient en disant il se passe des choses extrêmement graves, puis qu'à la fin on dit ben, au revoir, voilà, et on vous laisse avec toute la gravité du monde, je pense qu'il est aussi important, notamment parce qu'on est face à des générations quand même qui sont extrêmement anxieuses autour des questions de climat, par exemple, de montrer qu'il y a des actions qui sont possibles à titre individuel ou à titre collectif. Et donc, la fin de ce module est une réflexion autour des actions possibles, soit de l'engagement, évidemment, soit ce que l'on peut faire dans son quotidien lorsque l'on est victime, lorsque l'on est témoin de faits de discrimination, et notamment de discrimination raciale, même si, puisque c'est un peu notre cœur de métier, même si, évidemment, nous pouvons aborder les autres types de discrimination en montrant qu'il y a une forme de cohérence dans le refus des discriminations, hein, qui est le fait de ne pas traiter les gens à égalité sur un critère, hein, qui peut être aussi évidemment un critère de genre, de handicap, de religion, même si on l'aborde davantage, d'apparence physique, etc., etc. Nous avons un deuxième module que je pourrais comme ça présenter rapidement, qui est autour d'une exposition que l'on a, qui est autour de Martin Luther King et qui s'appelle La force de l'engagement, qui est une exposition qu'on avait réalisée pour les 50 ans, donc en 2018, pour les 50 ans de l'assassinat de Martin Luther King. Et donc, c'est très graphique, hein, puisque notamment le mouvement des droits civiques s'est beaucoup appuyé sur la photographie, hein, sur l'image, pour populariser le combat. Cette exposition, qui est très très belle d'ailleurs, parce que c'est vraiment des photos magnifiques, ça permet de travailler notamment, après avoir rappelé le contexte, hein, de la ségrégation raciale aux États-Unis, eh bien, ça permet de parler des formes de lutte et notamment de parler de la question de la non-violence et donc de la violence aussi, évidemment, parce que quand on parle de la non-violence, ben, c'est aussi une façon d'aborder la question de la violence et donc de montrer comment un combat comme celui de Martin Luther King et plus généralement le combat pour les droits civiques s'est plutôt mené dans une optique de non-violence qui a eu un impact absolument spectaculaire aux États-Unis et même à travers le monde par la résonance que ce combat a pu avoir, en sachant que c'est aussi un exemple de combat victorieux par rapport au but premier que s'était assigné le mouvement des droits civiques dans les années 50, c'est-à-dire mettre à terme les lois ségrégatives qui existaient aux États-Unis.
Et donc là, c'est sous forme soit d'expo, on a des roll-up qui peuvent être installés dans les CDI, dans les halls d'établissement. C'est vraiment très, très beau comme exposition. Ou alors, c'est en classe. Donc, soit il y a l'exposition, il peut y avoir, avec des personnes de SOS Racisme, une visite de l'exposition qui permet de parler de cela, soit c'est une projection en classe, des visuels, qui permet de naviguer à travers les différents visuels et de travailler les mêmes sujets. Et enfin, peut-être dernier exemple d'intervention de module que je pourrais donner, qui est un module que là, on co-anime avec l'Union des étudiants juifs de France. C'est un module qui s'appelle Coexiste, à ne pas confondre avec coexister, c'est différent. Un module qui s'appelle Coexiste, qui est un vieux module maintenant, puisqu'il a plus de 20 ans. Enfin, il a 20 ans d'ailleurs cette année. Il a 20 ans, qui est un vieux module et qui là travaille spécifiquement la question des préjugés à travers une pédagogie d'association libre de mots. C'est-à-dire, on donne une liste de mots, noir, arabe, français, blanc, homme, femme, homosexuel, bon, immigré, etc. Parfois, la liste, elle évolue un peu, et on demande aux gens ce qui leur passe par la tête. Et donc là, évidemment, on ouvre la parole, ce qui peut donner lieu parfois à des choses un peu touchy, mais c'est le choix qui est fait pour ensuite travailler sur les représentations et conclure sur justement la nécessité d'être réflexif sur ces préjugés, de les repérer et puis de donner aussi un peu de matière sur les origines historiques des préjugés et sur les conséquences que ces préjugés peuvent avoir, notamment, par exemple, en matière de discrimination. Par exemple, si on pense que les Noirs sont des grands enfants, si on pense que les Noirs sont des grands enfants, d'ailleurs, ils sourient toujours, donc c'est bien la preuve que ce sont des grands enfants, même si ce n'est pas dit ainsi, mais le noir souriant, ça renvoie quand même un peu à une vision très infantilisée du noir, comme on dit aux gens. D'ailleurs, ils le trouvent assez rapidement, les élèves, quand on leur pose la question, quelles conséquences ça peut avoir dans l'emploi. On ne donne pas de responsabilité à un grand enfant. Et donc, derrière ce côté, qui en plus là est un préjugé comme ça, un peu sympathique de prime abord, en fait, ça peut avoir des conséquences très concrètes et parfois même plus dramatiques sur le plan de l'intégrité physique des personnes qui vont être touchées par les préjugés. Donc, voici à peu près ce que sont trois des modules d'intervention que nous faisons, en sachant que ces modules d'intervention, on les fait évidemment tout au long de l'année. Ce sont des modules qui durent à chaque fois 2 heures. Je crois que je ne l'avais pas précisé. C'est à chaque fois des séquences de 2 heures, avec donc 2 personnes qui interviennent qui sont formées pour intervenir. Nous pouvons aussi parfois intervenir à la demande parce qu'il y a tel ou tel élève ou tel enseignant d'ailleurs, ou telle équipe qui voudrait monter un projet spécifique et qui ont envie de réfléchir avec nous ou qui ont envie qu'on leur donne des ressources, qu'on les accompagne pour monter un projet qui peut être une conférence sur tel thème, qui peut être de travailler avec les élèves sur tel élément. Bon, voilà, des choses qui peuvent être très diverses. Donc là, je ne rentre pas spécialement dans les détails, puisque c'est assez ouvert par rapport là aux demandes qui peuvent nous être faites. Mais par exemple, je me souviens, il y a quelques années, pas si longtemps que ça d'ailleurs, mais autour des années 2020 avec George Floyd, on était intervenu, par exemple, sur les questions de violence policière, puisqu'il y avait des jeunes c'était un lycée du 94, je crois, ou un collège, fin de collège, ou des secondes, qui demandaient à ce qu'il y ait une intervention sur ces sujets, en sachant évidemment que lorsque l'on vient dans le cadre scolaire, nos intervenants savent bien qu'ils ne sont pas là non plus pour faire de la politique. C'est-à-dire qu'évidemment, on se comporte en milieu scolaire en fonction du fait qu'on est dans un cadre scolaire et qu'on n'est pas dans un milieu polémique ou dans un lieu politique où beaucoup plus de choses seraient dites, ou en tout cas elles pourraient être dites différemment. Et quand
on intervient sur la question des violences policières en milieu scolaire, ben, évidemment, il y a toujours la question, la question du rapport aux institutions et du respect des institutions, parce que c'est compliqué, évidemment, dans un cadre scolaire, de délégitimer l'institution. Hein. Ça donnerait un peu de travail aux enseignants derrière et quelques sueurs froides si les élèves se sentaient comme ça un peu autorisés à être dans un rapport, j'allais dire, agressif aux institutions. Hein. Un rapport critique, ça n'est pas un problème, il faut être dans un rapport critique toujours, hein, mais évidemment, il y a pour nous une grande importance, lorsque l'on intervient, de respecter le cadre dans lequel nous intervenons. Hein. Je suis moi-même enseignant, donc bon, évidemment, on sait aussi, enfin, je sais aussi plus particulièrement, en ce qui me concerne, ce qu'est un cadre scolaire et ce qui doit être tenu dans le cadre scolaire. Hein, mais par exemple, dans des milieux extrascolaires, hein, la parole, elle pourrait être un peu plus libre pour le coup, hein, puisque de fait, on serait dans d'autres cadres, hein, dans d'autres cercles. Hein. Ça ne veut pas dire que la parole n'est pas libre, hein, parce qu'on peut dire beaucoup de choses, hein, évidemment, hein, je dis ça, mais on peut quand même dire beaucoup de choses, évidemment, dans les interventions, et les élèves, il faut qu'ils se sentent assez libres, évidemment, eux, en tout cas, de parler et de pouvoir dire des choses. Mais en tout cas, il y a ce point d'attention auquel on tient, évidemment. Voilà pour ma présentation. Je ne sais pas si Julie, tu voulais... Oui, vas-y. Je pourrais peut-être juste reboucler sur la semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme, vu qu'elle ouvre ses portes lundi et qu'on avait choisi notamment la date d'aujourd'hui pour pouvoir parler de cette semaine-là. C'est une semaine qui est très importante pour l'association et qu'on a envie de pousser dans le plus d'établissements possible. Donc, l'idée pour nous, lors de cette semaine, c'est d'accompagner des professeurs et des élèves dans la création de projets. Ça peut être, comme disait Dominique tout à l'heure, on accompagne à la création de projets divers et variés. Mais l'idée, c'est justement peut-être nous, on travaille souvent à partir de janvier avec certaines classes sur plusieurs séances jusqu'au mois de mars pour que le projet ait lieu pendant la semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme. Et donc voilà, c'est aussi une autre approche pédagogique qui peut aussi permettre aux élèves de présenter leur travail au reste de l'établissement. Ça peut être de la production artistique, de la production... ça peut être n'importe quoi. Mais l'idée pour nous aussi de faire ce webinaire, c'était de mettre en valeur cette semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme qui est au calendrier de l'éducation nationale et qui gagnerait à être davantage soutenue et mise en valeur. Et donc, on voulait aussi vous faire part du fait qu'on était présent pour vous accompagner si vous vouliez faire des initiatives. Bon, pour cette année, ça commence lundi. Donc voilà, il y a la fiche d'Educarté qui peut vous aider à mettre en place des actions. Si vous voulez nous écrire et qu'on vous envoie des ressources, on pourra aussi le faire. Mais c'est aussi pour préparer l'année scolaire prochaine. N'hésitez pas à nous écrire et pour qu'on puisse échanger ensemble à ce sujet-là. Ok, juste pour les questions qui sont posées, on y répond à la fin, c'est bien ça? Parce que là, je vois qu'il y a des questions sur les thèmes inflammables. Peut-être que... Merci en tout cas pour vos deux interventions. Moi, je vous propose de répondre à donc, la question, je la lis pour que tout le monde puisse en avoir connaissance. Donc, est-ce qu'il y a des thèmes à l'école qui sont plus inflammables, entre guillemets, que d'autres? Je vous propose quand même d'apporter une réponse dès maintenant, et puis après, j'enverrai sur la suite. Alors, en fait, ce qui peut être... qu'est-ce qui peut être... Quelles sont les situations qui peuvent être inflammables lorsque l'on intervient? Les situations qui peuvent être inflammables, c'est parfois des situations dans lesquelles l'intervention peut parfois très mal se passer parce que les profs se sont fait imposer l'intervention. Et là, ça peut donner lieu parfois à des choses surprenantes. Parce qu'en fait, il y a quelque chose, un rapport d'agressivité qu'en général, évidemment, les médiateurs ne comprennent pas tout de suite parce qu'en fait, ils viennent intervenir. Bon, voilà. Et donc, parfois, on peut se trouver au milieu parfois de conflits
qu'on ne connaît pas au sein d'établissements qui vont donner lieu à des formes d'agressivité qui vont se ressentir pendant l'intervention. C'est déjà arrivé, c'est plutôt rare quand même, mais c'est déjà arrivé, donc ça donne des interventions très problématiques. Quand l'enseignant ne comprend pas très bien ce qui est en train de se passer pendant l'intervention, mais qui doit être là pour être mis en situation de garder la classe, d'une certaine façon, ou quand les enseignants peuvent se sentir agressés par l'intervention, comme si c'était une remise en cause, que c'était une forme contre eux que ça se faisait. Mais ça, c'est des situations, on va dire, de conflit parfois entre les équipes au sein des établissements. Ensuite, sur les thèmes inflammables, en fait, il y a deux problématiques. Enfin, il y a deux situations générales dans lesquelles il peut y avoir des choses touchy, si je puis dire. C'est quand il y a des éléments extrêmement forts dans l'actualité et violents. Je me souviens, moi, par exemple, après les attentats de 2015, comment, en fait, il pouvait y avoir des choses, alors, je ne vais pas dire forcément inflammables, parce que pour que ce soit inflammable, il faut que ce soit entre les élèves, parce que sinon, après, avec le médiateur, normalement, il n'y a pas de raison que ce soit inflammable, a priori, normalement, puisqu'ils sont formés pour, mais entre les élèves, des choses pouvaient circuler dans des formes d'incompréhension, dans des phrases qui étaient dites qui ne collaient pas tout à fait au réel. Je ne vais pas forcément prendre d'exemple, mais en tout cas, est-ce que c'est la faute des musulmans? Est-ce que ce n'est pas les musulmans? Enfin, un peu avec ces effets de globalisation qui pouvaient exister, en même temps des effets de négation chez des jeunes qui se sentaient agressés et qui disaient non, ce n'est pas l'islam, un peu ce genre de choses, ce type de débat, qui se résout par ailleurs, mais il faut avoir réfléchi un peu à comment ça se résout en réalité, et ça pour le coup on l'a fait. Et après, ça peut être parfois problématique quand il y a un problème de rapport à l'autre. C'est-à-dire, alors ce ne sera pas forcément inflammable, parce que l'autre n'est pas toujours là, justement. Et ça peut donner lieu plutôt à des difficultés, ça renvoie à une question qui était posée, dans des classes ouvertement racistes. Souvent, ça va être des classes qui vont être monolithiques. Je me souviens comme ça de classes dans un collège, qui est un collège dans les Flandres, dans l'arrière-pays dunkerquois, où en fait les jeunes, l'expérience de l'altérité était quasiment nulle, c'est-à-dire que on est dans le nord de la France, moi-même je suis du nord de la France, et les jeunes, alors là pour le coup ils étaient tous blancs, ce qui n'est pas tout à fait mon cas, pas totalement en tout cas, et en fait l'autre, le noir, l'arabe, ça n'existait pas en réalité dans leur classe, il n'y en avait pas dans l'établissement. Et vraiment, l'immigré, c'était celui qui venait de Belgique, quoi. C'était ça un peu le milieu. Et là, on avait comme ça des propos très... les musulmans, il faut qu'ils rentrent dans leur pays. Et alors, c'est quoi le pays des musulmans? Évidemment, ils ne savent pas quoi répondre parce que, évidemment, il n'y a pas de pays des musulmans. Et donc, ils sont un peu gênés, mais en même temps, dans quelque chose de la distance. Et là, dans ce cas-là, en fait, quand on est face à des classes comme celle-là, d'abord, il faut chercher s'il y a de l'altérité quelque part ou s'il y a une parole dissonante. Ce qui est important dans les groupes, c'est de voir si dans le groupe lui-même, il y a quelqu'un qui va faire un pas de côté et dire peut-être qu'on pourrait voir les choses un peu différemment. Ce qui n'est pas toujours évident, puisque évidemment, il y a des phénomènes de leadership. Et que si c'est la grande gueule ou 2 ou 3, 4 grandes gueules qui ont une logique de leadership et qui ne laissent pas les autres prendre la parole, évidemment, il faut voir comment on ouvre des espaces de parole pour que d'autres élèves se sentent autorisés à prendre la parole et à faire un pas de côté. Le deuxième élément, c'est aussi de les questionner. C'est-à-dire qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est que très souvent, même si ce que j'ai dit dans le Dunkerquois, c'était un peu un contre-exemple quand même, que c'était vraiment très très dur d'aller les chercher, mais très souvent quand même, des jeunes qui auraient une vision très dégradée de l'autre
Hein, et on peut trouver la même chose d'ailleurs parfois dans les quartiers populaires sur les Juifs. Hein, on ne les connaît pas et donc on projette sur eux parce qu'en fait, c'est l'autre, on ne sait pas qui c'est en fait. Et donc, quand même de les interroger pour voir si dans leur vie, il y a des points de connexion avec des personnes qui sont des populations sur lesquelles ils projettent quelque chose comme ça de très négatif, et parfois oui, et en général, ils vont dire « Ah ben non, ceux que je connais, ils ne sont pas pareils. Hein ». Et donc là, ça permet d'ouvrir et de faire quelque chose du pas de côté. Ou alors, vraiment, ils ne les connaissent pas. Et dans ce cas-là, il y a deux solutions. Soit les médiateurs eux-mêmes peuvent s'engager. Hein, SOS Racisme, bon, souvent des Noirs, des Arabes, des Juifs, etc. Hein, donc, eux-mêmes, ils peuvent parfois s'engager et même prendre leur exemple. Hein, puisque de fait, là, il y a, le réel, il est face à eux, d'une certaine façon. Hein, et là, ça permet souvent d'ouvrir un champ de la discussion avec eux, puisque de fait, on vient contrer quelque chose qui est souvent de l'ordre du fantasme, hein, ou qui parfois n'est pas de l'ordre du fantasme, mais peut être de l'expérience de l'agression. Hein, c'est « je suis un jeune, je me suis fait racketter 3 fois, à chaque fois c'était des Arabes. Donc voici comment sont les Arabes. » Hein, et ça, évidemment, là c'est un peu différent, puisque de fait, la personne va affirmer qu'elle a une expérience qui lui permet de généraliser. Hein, et là, le travail, il va se faire non pas sur le fait que la personne n'a pas d'expérience du groupe, puisqu'elle dit en avoir une, mais comment on arrive à travailler sur le fait qu'il y a un problème dans la généralisation. Hein. Et donc, ça dépend un peu des situations dans lesquelles on se trouve. Est-ce qu'il y a une expérience de l'autre? Est-ce qu'il n'y a pas d'expérience de l'autre? Est-ce qu'on est dans une problématique d'agression? Est-ce qu'on est dans une problématique parfois de fuite aussi par rapport au réel? Hein, ça dépend un peu. Et parfois, il faut entendre. Hein, ça demande parfois une certaine musicalité. Hein, il y a quelque chose de musical dans ce que les jeunes y disent. Et je vais prendre un exemple pour terminer sur ça, parce que je suis bavard. Mais comme je suis prof, tous les autres profs m'excuseront d'être bavard comme eux. Par exemple, je reprends les attentats de 2015. Souvent, ce qu'on entendait après les attentats de 2015, c'est « mais ce ne sont pas des musulmans qui ont fait ça ». Et venu de jeunes de religion ou de culture musulmane. C'est très énervant d'entendre ça, en fait, parce qu'on dit, quand même, ils ont dit Allahu Akbar, quoi, ils n'ont pas dit Hare Krishna. Donc, qui dit qu'ils ne sont pas musulmans? Eux-mêmes, ils disent qu'ils sont musulmans. Mais en fait, on peut rentrer comme ça dans un truc de mano à mano, et ça peut être très énervant, cette forme de déni, en disant, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, ce qu'il faut entendre, c'est que le jeune, il a peur qu'on l'identifie à ça. Et en fait, ce qu'il dit, ce ne sont pas des musulmans. Ce qu'il dit, c'est pas moi. C'est pas mes parents. Nous, on n'est pas comme ça. Et donc, en fait, si on entend ça et qu'on le verbalise ainsi, on dit « Ah, ce que tu veux dire, c'est que, en fait, toi, dans ta famille, ou toi, etc., ça n'est pas la façon dont tu… » Et une fois qu'on a dit ça, l'élève, évidemment, tout de suite, ça calme. Parce qu'en fait, on a entendu ce qu'était son angoisse. Hein, et là, nos gens sont un peu formés aussi pour entendre ça, hein, si je puis dire, et à voir, comment dire, au-delà de ce qui est dit formellement, qu'est-ce qui est en train de circuler pour que le jeune y dise cela. Merci beaucoup. J'en profite, ça me permet de faire une transition avec l'un des supports qui est proposé dans le catalogue d'Educarté, que la fiche pédagogique utilise justement, c'est la vidéo, le documentaire Nous, Français musulmans. Il y a 2 épisodes qui sont disponibles et qui reprennent exactement ce que vous venez d'exposer. Voilà, la confusion entre religion et origine et la globalisation, enfin le fait de généraliser, voilà. Le fait de pouvoir entendre des témoignages de personnes directement concernées suite aux événements de 2015, c'est vraiment très important et très intéressant. Du coup, je vous introduis donc la fiche pédagogique que nous avons réalisée conjointement donc avec SOS Racisme.
Ce que vous pouvez voir là, donc c'est les différentes disciplines qui sont concernées. Donc, les supports qu'on utilise sont autant exploitables au collège qu'au lycée. Donc après, vous verrez au sein des activités qu'on propose que parfois on a fait un focus plus sur le lycée parce que quand on est sur un débat philosophique, voilà, certaines activités sont ciblées sur certains niveaux, mais globalement, c'est toujours adaptable. Et donc, les disciplines majoritairement concernées, comme vous l'avez dit au début, ça va être l'EMC, puisque ça nous permet de traiter l'égalité, la diversité, la question de la lutte contre les discriminations, la reconnaissance des différences et la promotion du respect d'autrui. C'est aussi utilisable en philosophie, donc comme je viens de vous le dire, pour traiter des questions de justice, de religion et de liberté. En art, on a essayé de faire le point, et vous l'avez cité d'ailleurs, la production artistique peut être une très bonne solution à apporter pour faire réfléchir les élèves, pour les mettre en action. Voilà, donc on a opté pour une nouvelle rubrique qui s'appelle « À vous de jouer », où il y a aussi « À vous de créer ». On les incite vraiment à se servir, par exemple, de supports comme Artjacking, qui est peut-être une série que vous connaissez sur Arte. On va avoir un détournement d'une œuvre d'art ou alors d'un symbole qui va être problématique, par exemple, et donc les élèves vont pouvoir réinterpréter ces œuvres ou ces symboles pour questionner les messages qu'ils diffusent et produire eux-mêmes des choses. Donc, vous allez voir qu'on les a aussi beaucoup, enfin, les activités les incitent voilà, à porter leur contribution. Et puis, ça concerne l'histoire aussi. Je ne sais pas ce qui se passe. Hop. Non, c'est moi qui ai bougé. Je ne savais pas que je pouvais bouger les trucs. Pardon, j'étais en train de... c'est moi qui mets le bordel. Voilà. J'arrête. Je ne touche plus à rien. Et donc, ce que vous voyez suite au lien avec les différentes matières et les programmes, c'est les objectifs transversaux. Donc, en termes de compétences, voilà, ça va permettre aux élèves de développer autant leur autonomie qu'un travail en groupe. Ça permet de s'entraîner à l'expression orale pour la préparation du grand oral. Ce que j'aimerais mettre en avant, c'est principalement le développement des compétences psychosociales, puisque là, on a vraiment un travail de ses propres opinions et représentations, être capable de considérer les autres dans leur diversité, leurs différences, et développer son empathie. Vous avez mentionné tout à l'heure l'éducation populaire et les exercices qu'on va pouvoir mettre en place pour que les personnes se mettent vraiment à la place des autres, développent leur empathie. Donc, c'est aussi voilà, le fait qu'on propose beaucoup d'activités qui mettent les élèves en action va permettre ça, développer une culture civique également, adopter une démarche réflexive pour analyser et interroger les supports, son propre comportement, former son esprit critique pour exprimer un point de vue argumenté. Voilà, ça balaye beaucoup de compétences transversales. Et puis, comme très souvent dans les fiches pédagogiques d'Educarte, le fait de pouvoir identifier, prélever des informations et puis se documenter et rechercher des informations sur un thème donné. Ce qu'on propose, c'est donc aux élèves de s'emparer de vidéos intégrales, mais surtout d'extraits qui ont été réalisés par notre éditrice, qui permettent de faire des focus sur des sujets précis. Donc, par exemple, identifier les conséquences du racisme sur les personnes qui sont touchées. Et puis, donc, les différents exercices permettent aux élèves d'aller chercher des informations donc, par eux et elles-mêmes et de se servir des outils qui sont proposés dans les fonctionnalités d'Educarte, puisqu'il y a notamment un exercice où on leur propose de réaliser une carte mentale. Voilà. Et la fiche pédagogique, elle permet donc de se familiariser avec les notions clés inhérentes au sujet. On a parlé tout à l'heure de est-ce que ça regarde la loi, est-ce que ça regarde ma propre pensée? Donc, on traite l'aspect juridique, que dit la loi. Également, l'aspect sociologique, puisqu'on a parlé des préjugés, de la mécanique raciste, qu'au sein des SOS Racisme, vous appelez la dynamique de haine.
et qui permettent donc de questionner, voilà, pourquoi est-ce qu'effectivement nous avons tous et toutes des préjugés qu'on mobilise au quotidien? Quelles sont les inégalités constatées? Que vivent les personnes au quotidien? Quelles sont les conséquences qu'on observe? Donc on a vraiment essayé de mettre un focus sur, le témoignage. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de leur vécu, de ce qu'elles vivent au quotidien. Et puis on propose une ouverture, Heu, en liant la thématique avec des enjeux actuels, notamment le développement de l'intelligence artificielle. Vous mentionniez tout à l'heure, les fake news, le fait que les jeunes s'informent aujourd'hui beaucoup sur les réseaux sociaux et donc on va traiter cette question, donc là plutôt pour, le lycée en l'occurrence, bah, est-ce qu'on peut rire de tout sur les réseaux sociaux? Est-ce que j'ai le droit de tout dire? C'est Où est-ce que la liberté s'arrête? Donc voilà, ça permet d'ouvrir, sur des choses comme ça et donc là, vous avez des exemples. Donc je vous parlais du «à vous de jouer». On va vraiment, donner beaucoup d'importance à la mise en action, autant individuelle que collective, aux solutions qu'on peut apporter et donc les différentes vidéos sélectionnées, les activités proposées, elles permettent de mettre en avant des figures emblématiques. Donc vous pouvez voir, là sur la capture, Toni Morrison notamment. Il y a aussi, Claudette Colvin qui est très peu connue encore, donc ça permet, voilà, de vraiment, visibiliser aussi ces personnes-là. Qu'on voit encore peu dans les productions, et puis de donner aussi, tribune à de très belles productions, notamment le film Ouvrir la voie, le court-métrage Mazel Tov Cocktail, qui traite lui, d'antisémitisme, mais aussi la série Art-Jacking dont je vous parlais sur le détournement des œuvres. Donc je vous laisserai la découvrir. Vous avez le lien dans le chat. On a également identifié des thématiques, puisque quand vous allez sur le site d'Educarté, vous pouvez retrouver des thématiques qui sont en lien avec le sujet. Donc on a créé une carte mentale qui reprend les différentes vidéos qu'on vous invite à utiliser. Donc vous la voyez là, il existait déjà égalité et discrimination et donc on a maintenant éduqué à la lutte antiraciste avec SOS Racisme et on a également des thématiques, donc notamment l'éducation à l'antiracisme et puis égalité et discrimination. Et si vous avez envie d'aller un peu plus loin, on vous a remis celle sur l'intersectionnalité, la convergence des luttes. Puis après, vous avez des ressources complémentaires qui vous permettent, d'aller aussi en dehors de notre catalogue, vers, des visites virtuelles de musées, par exemple, ou des lectures de bandes dessinées. Enfin de romans graphiques, là, en l'occurrence. Pour rappel, vous avez accès au catalogue d'Educarté, vos élèves également. Les fiches pédagogiques, ils n'y ont pas accès directement, c'est vraiment que si vous leur partagez. Parce que vous verrez dans la fiche que vous avez les différents exercices et à la fin, vous avez les annexes que vous pouvez distribuer à vos élèves, qui sont donc les fichiers directement exploitables sans les solutions. Et donc, on ne donne pas accès directement aux élèves aux fiches pédagogiques pour que vous puissiez les exploiter, mais vous pouvez tout à fait vous leur donner accès. Voilà. Est-ce que, vous avez, envie alors soit de poser des questions, soit peut-être de nous partager, des exemples d'actions que vous avez pu mener au sein de vos établissements pour ces 10 minutes, qui nous restent? Le collège doit-il être abonné pour accéder à ces ressources? Oui, tout à fait. Il faut que votre, collège bénéficie de l'abonnement, à Arte Éducation, et donc, pour bénéficier d'un accès à Educarté. Pour ça, on va vous donner tous les contacts à la fin qui vous permettent, de nous écrire si vous souhaitez, vous abonner. Merci à vous. Est-ce que peut-être s'il n'y a pas de questions supplémentaires, moi je vais juste, je ne voyais plus. Merci Mathilde. Peut-être juste vous demander,
quelle action, selon vous, a le plus d'impact? Est-ce que vous avez pu avoir un peu un retour, là-dessus de votre expérience? Et puis sinon, un conseil que vous aimeriez, donner aujourd'hui en tant qu'enseignant, en l'occurrence, à notre auditoire? Alors, sur le plus d'impact, Julie, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose ou pas? Oui, moi j'aurais tendance à dire que ce qui a le plus d'impact, c'est les projets qui sont suivis, mais je pense que je vous apprends rien du tout. C'est que 2 heures avec SOS Racisme, c'est bien. On ouvre des portes, mais ce qu'on essaye de faire au maximum avec les professeurs, c'est de s'inscrire dans des séquences pédagogiques. Et c'est vraiment essentiel qu'en fait, on puisse en faire un fil rouge d'un temps de leur année ou même de leur année et de les mettre en action, de les rendre acteurs et actrices des projets. C'est comme ça qu'on va faire en sorte qu'ils se souviennent, qu'ils apprennent et qu'ils vraiment, voilà, qu'on puisse vraiment enclencher une réflexion. Moi, je dirais que plutôt qu'un type d'action en particulier, c'est vraiment cette idée d'aller travailler en profondeur avec eux. Ouais, moi, je ne sais pas sur le. Alors, il y a un partage des. C'est pas évident de lire le hop. Voilà. On a appliqué. Oui, ouais, le projet autour de Black Lives Matter et Banksy, oui. Parce que là, je pense que de toute façon, quand les jeunes y créent eux-mêmes, il y a quelque chose qui évidemment les fait réfléchir. Et d'ailleurs, ça renvoie, parce que c'est intéressant cette question du flyer, et de ce projet, parce que ça permet de marier plusieurs choses. D'abord, les jeunes sont impliqués, qu'ils soient noirs, pas noirs, bon d'ailleurs, bon, voilà, enfin, ils sont impliqués dans un travail. Et deuxièmement, c'est vrai que le flyer pour dénoncer les discriminations, ça les met aussi en situation d'acteurs. Parce qu'en en fait, je pense qu'on est face à des générations qui sont traversées par deux grandes problématiques qui intéressent nos sujets. Enfin, il y a plein de problématiques qui traversent ces générations et même les autres. C'est, je l'ai déjà dit, la question de l'anxiété. Dire que tout va mal sans qu'il y ait d'action à la fin et dire, bon, de toute façon, à la fin, ce sera la guerre civile raciale et on va tous griller sous le soleil. Bon, c'est sûr qu'en termes de perspective, ça ne pousse pas forcément à être très heureux. Et donc, je pense que ce qui est important dans les projets, c'est aussi de montrer ou d'essayer toujours d'avoir une porte de sortie sur il y a quelque chose où l'action, elle est possible. Même si elle est modeste, il y a toujours, j'allais dire, une action possible. Parce qu'il n'y a rien de pire que de dire aux gens c'est la catastrophe. Et en fait, bah, vous ne pouvez pas bouger et vous devez rester passif face à la catastrophe qui arrive ou face aux injustices qui traversent le monde ou qui même vous frappent directement. Ça, c'est le premier élément. Et donc, d'être sur quelque chose aussi, de valoriser le fait qu'il y a de l'action possible, le fait qu'il y a des points d'appui. On peut penser au droit, parce que bah, malgré tout, oui, c'est vrai qu'il y a des discriminations en France, qu'elles sont assez peu réprimées d'ailleurs, malheureusement. On en sait quelque chose. Mais enfin, quand même, le droit, il est de notre côté. Le droit en France dit que ce n'est pas normal de discriminer, que d'ailleurs, ceux qui le font, ils sont punis par ils peuvent aller en prison. Bon, de fait, encore une fois, c'est pas appliqué dans les faits. Donc ça, c'est le côté un peu négatif. Enfin, massivement, on pourrait dire c'est pas appliqué. Mais enfin, quand même, c'est un point d'appui. Et donc, ce point d'appui, bah, c'est déjà un bout de chemin qui a été, qui existe. La question, c'est comment ça devient plus effectif. En tout cas, le droit est de notre côté. En tout cas, de ceux qui, quand je dis de notre côté, de celles et de ceux qui refusent les discriminations, quel que soit, qu'ils soient directement frappés ou pas par ces discriminations. Le deuxième élément, au-delà de la question de l'action, des points d'appui qui existent, moi, je suis quand même très frappé ces dernières années par des défaillances dans le monde adulte, parce que souvent on dit les jeunes ne sont finalement que ce qu'on en a fait. Et on voit bien, par exemple, depuis le 7 octobre, comment c'est difficile de parler de l'autre. Moi, mais on voit ça dans le monde des adultes, et moi, je pense qu'il y a aussi la question de comment, tout à l'heure, on parlait de l'empathie. Enfin, est-ce que c'est si dur que cela de penser, sans être avec un double décimètre pour savoir qui est le plus victime de l'autre, qu'en fait, ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est scandaleux et que ce que vivent les populations civiles
derrière. À Gaza, pour le coup, c'est scandaleux. Enfin, comme si c'était l'un ou l'autre. Et moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose, comment on développe aussi le fait... Enfin, l'autre, il existe, en fait. Et que je pense que c'est une des missions fondamentales de l'école, dans une époque où les jeunes sont quand même beaucoup enfermés dans des bulles algorithmiques, enfin, pas que les jeunes, d'ailleurs, au passage, hein, parce que chez les adultes, c'est parfois pire, au demeurant. Comment il y a quelque chose de l'ouverture à l'autre. L'autre, il existe. Il faut être sensible à l'autre. Parce que sinon, je ne sais pas, si on n'est pas sensible à l'autre, et si lorsque l'autre est en souffrance, on n'a rien à dire, bon, je ne sais pas comment on fait société. Et je pense que les projets doivent aussi être pensés sur la question de la figure de l'autre. Hein. Moi, je dis souvent à des jeunes ou à des moins jeunes, je dis, on a le droit de se plaindre d'être victime de racisme et de discrimination. D'ailleurs, il faut plutôt s'en plaindre, au passage. Je dis, mais si moi je me plains parce que je suis noir d'être victime du racisme anti-noir, bah, en fait, je ne suis pas d'accord pour que quelqu'un soit victime d'antisémitisme, ou soit victime de racisme anti-noir, ou soit victime de sexisme, ou soit victime d'homophobie. Parce que je ne peux pas demander aux autres de venir pleurer sur mon épaule, comment dire, ou plutôt qu'ils me prêtent leur épaule pour que j'aille pleurer sur la leur, si moi je ne suis pas capable, j'allais dire, de faire le même effort à leur égard. Hein, et que donc, quand on lutte contre le racisme et plus généralement les phénomènes de haine, c'est extrêmement exigeant. Et je pense qu'on a évidemment comme enseignant l'exigence de transmettre justement cette rigueur à avoir dans le rapport à l'autre. Merci beaucoup. Je pense que c'était un très beau mot de la fin. D'accord. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé mon mot de la fin. Donc, on a une enseignante qui nous dit qu'elle prépare une action dans son établissement et qu'elle reviendra vers vous. Donc, c'est très bien de voir que, voilà, ça donne déjà des idées à des personnes qui ont déjà envie de se mettre en action. Donc c'est très bien. J'en profite pour vous rappeler les prochains webinaires, enfin les prochains événements qui auront lieu. Et donc chez nous, ce sera les webinaires Réviser le monde dès demain, donc avec Émilie Aubry, qui est la rédactrice en chef et la présentatrice de l'émission Le Dessous des cartes, donc demain à 11h. Et puis le 25 mars, on aura S'informer à quoi bon avec Bruno Patino. Et pour rester dans la thématique, on verra comment lutter contre les discriminations le 1er avril. Vous pouvez retrouver toutes ces informations dans la rubrique pédagogie du site Éducarté. Et puis, je vous mets, si vous le souhaitez, donc le contact d'Éducarté et le contact spécial éducation de SOS Racisme. Vous pouvez retrouver l'offre pédagogique. Voilà. Merci beaucoup pour vos interventions et merci aux commentaires et aux questions de notre auditoire. Et puis, bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.